Nous allons faire un cours intitulé Anatomie fonctionnelle de la moelle et des racines. Ce cours est destiné à l'enseignement de la phase socle. Voici le plan que nous allons suivre. Dans un premier temps, nous verrons les généralités, puis nous verrons ensuite la vascularisation artérielle, uniquement la vascularisation artérielle de la moelle, puis nous verrons la systématisation, d'une part de l'axe gris, d'autre part de la substance blanche. Enfin, nous verrons les racines et nous terminerons par une conclusion qui soulignera les principales applications cliniques. Nous allons voir maintenant les généralités sur la moelle et les racines. La moelle, que nous voyons là dessinée sur cette vue antérieure, fait suite au tronc cérébral au-dessous du foramen magnum. C'est un cordon qui mesure 32 cm, qui a une largeur de l'ordre de 1 cm et qui présente des intumescences en regard d'une part de la naissance des racines du plexus brachial et d'autre part en regard de la naissance des racines du plexus lombal. La moelle débute donc en C0 et s'arrête le plus souvent au bord supérieur de L2. Elle se termine par un petit cône que l'on appelle le cône terminal, qui est accroché au sac dural par le filum terminale qui descend jusqu'à la fin du sac dural, c'est-à-dire en S2. Ce filum terminale est le vestige de l'étirement médulaire, car la croissance médulaire est plus faible que la croissance de la colonne vertébrale. En fait, cette moelle est organisée en étages que l'on appelle les myélomères. Il y a 8 myélomères cervicaux et donc il y aura 8 racines cervicales, la première passant dans le foramen intervertébral entre C0 et C1 et ainsi de suite. Il y a ensuite 12 myélomères thoraciques qui vont donc donner 12 racines thoraciques et la première racine thoracique va passer entre T1 et T2, ainsi de suite. Puis, nous allons avoir cinq myélomères lombales et ces myélomères vont donc donner les racines lombales au nombre de 5. Puis, nous aurons au niveau du cône terminal la naissance de l'ensemble des racines sacrées, qui sont elles aussi au nombre de 5, et d'une éventuelle racine coccygène, voire même de 2 racines coccygènes. Les racines sont au niveau cervical et au niveau thoracique horizontales. Elles sont par contre
de plus en plus oblique au niveau lombal et au niveau sacral, et au-dessous du cône terminal, elles sont rassemblées dans ce que l'on appelle la queue de cheval. Si nous pratiquons une section horizontale du cordon médulaire, eh bien, que voici ici représenté très schématiquement, on voit qu'il existe des fissures à la surface de la moelle. La fissure antérieure ou fissure ventrale est bien visible et très prononcée. La fissure postérieure ou fissure dorsale est bien visible, mais ses parois s'accolent entre le côté droit et le côté gauche. Il y a donc au niveau de la fissure dorsale un espace virtuel. Et puis, nous allons voir les fissures collatérales dorsales et les fissures collatérales ventrales qui sont très peu prononcées. Il faut maintenant voir le contenu. À l'intérieur de la moelle se trouve ce que l'on appelle l'axe gris, qui a la forme d'un H ou d'un papillon, ce qui revient strictement au même, et qui est formé par un amoncellement de noyaux avec des corps cellulaires. Entre la périphérie de la moelle et l'axe gris se trouve ce que l'on appelle les cordons, cordon dorsal, cordon latéral et cordon ventral. Enfin, au niveau des fissures collatérales se trouve la naissance des radicelles qui vont s'unir pour former les racines. Il y a en général 5 à 7 radicelles qui vont s'unir entre elles pour former une racine. Racine dorsale en arrière, racine ventrale en avant. Le nerf spinal est donc formé par l'union des racines ventrales et dorsales, et chaque racine est formée par l'union de plusieurs radicelles. Nous allons voir maintenant la vascularisation artérielle de la moelle. La principale artère qui vascularise la moelle est l'artère spinale antérieure. Nous voyons sur ce schéma, qui est une vue antérieure de l'ensemble de l'axe médulaire, l'arrivée des artères vertébrales qui vont former le tronc basilaire puis se diviser au niveau du cercle artériel de la base du cerveau, et à partir de la terminaison de l'artère vertébrale, 2 petites artères vont naître et vont former une anastomose par convergence pour former l'artère vertébrale qui va circuler sur toute la hauteur de l'axe médulaire au niveau du sillon ventral. Cette artère vertébrale antérieure, cette artère vertébrale ventrale, va recevoir d'autres apports artériels que ceux de l'artère vertébrale. D'une part, il va y avoir 3 ou 4 artères radiculo-pymériennes cervicales qui vont suivre les racines et pénétrer à l'intérieur du canal rachidien jusqu'à la moelle spinale. Une artère thoracique qui va suivre une racine thoracique et qui va aller jusqu'à l'axe médulaire. Une artère pour le renflement lombaire qui naît le plus souvent à gauche de T8 à L2. Cette artère radiculo-pymérienne du renflement lombaire va suivre une racine et va aller jusqu'au cône terminal, jusqu'à l'intumescence, lombale, pour apporter un apport artériel à l'artère spinale antérieure. L'artère spinale antérieure n'est pas la seule artère de la moelle.
Nous allons changer de schéma. Voici une vue en 3 dimensions d'un fragment de moelle. Nous pouvons compléter cette vue en 3 dimensions par les radicelles qui vont former une racine. Voici les radicelles antérieures, voici les radicelles postérieures, et l'ensemble va former une racine antérieure et postérieure, puis le nerf spinal. Sur ce schéma, nous pouvons mettre en place ici un fragment d'artère vertébrale, d'artère spinale antérieure au niveau du sillon ventral, et ce schéma va nous permettre de mettre en place les autres artères spinales, qui sont les spinales dorsales, grêles, inconstantes, interrompues, et ces artères spinales dorsales que nous voyons là vont être alimentées par un réseau pymérien qui va circuler à la surface de la moelle au niveau du feutrage pymérien. Voilà donc une artère spinale antérieure. Ici, une artère radiculopymérienne qui va suivre une racine et qui va aller sur le réseau pymérien avant de vasculariser la spinale antérieure et accessoirement les 2 artères spinales dorsales. L'artère spinale antérieure va émettre des rameaux qui vont pénétrer dans le sillon ventral, puis ensuite vasculariser la partie centrale de l'axe gris, les cornes antérieures, mais aussi une partie des cordons latéraux, formant un territoire artériel central au niveau de la moelle. À partir du réseau pymérien, nous aurons des artères rayonnées qui vont pénétrer à l'intérieur de la moelle et qui vont vasculariser la partie périphérique de la moelle. Nous allons voir maintenant la systématisation de la moelle et nous allons commencer par la systématisation de l'axe gris. Sur cette coupe théorique de la moelle spinale, nous reconnaissons l'artère spinale antérieure que nous avons vue tout à l'heure, les 2 artères spinales postérieures, grêles, le réseau vasculaire pymérien anastomotique. Et cette coupe de moelle nous montre au centre l'axe gris et autour de l'axe gris les cordons postérieurs, latéral, antérieur. L'axe gris est formé de 2 cornes, corne antérieure, corne postérieure, corne postérieure, corne antérieure, et une commissure grise d'union, donnant cette forme caractéristique. Il existe au niveau de l'axe gris plusieurs colonnes de noyaux. Au niveau de l'apex de la corne postérieure se trouve la colonne extéroceptive. Au niveau de l'isthme de la corne postérieure se trouve la colonne proprioceptive, et en regard de la moelle thoracique,
il existe un renflement supplémentaire qui est le renflement thoracique. Puis, au niveau de la base de la corne postérieure, se trouve la colonne viscéroceptive, c'est-à-dire végétative, sensitive. Au niveau de la corne antérieure, nous allons retrouver au niveau de la base de la corne antérieure la colonne viscéromotrice et au niveau de l'apex de la corne antérieure, nous allons retrouver la colonne motrice, motricité, où se trouve noyau, où se trouve le motoneurone alpha, sur laquelle la voie motrice principale va se terminer. Il y a 5 noyaux au niveau de la moelle qui innervent les membres et il n'y a que 2 noyaux au niveau de la moelle qui innerve les muscles du tronc. Terminé. Ah non, je peux rajouter un truc. Enfin, du myélomère C8 au myélomère L2 se trouve une corne supplémentaire qui est la corne thoracique ou intermédiaire, qui est une corne végétative orthosympathique. Nous allons voir maintenant la systématisation de la substance blanche. Très simplement, il y a les voies d'association, les voies ascendantes et les voies descendantes. Nous commençons par les voies d'association. En effet, il existe plusieurs étages au niveau de la moelle, puisqu'il y a plusieurs myélomères, et ces myélomères sont associés entre eux par une substance blanche qui va tapisser la périphérie de l'axe gris de la moelle, formant l'ensemble des voies d'association de la moelle spinale, qui va donc, ces voies d'association vont donc réunir les différents myélomères entre eux. Après avoir vu les voies d'association médulaire qui tapissent la substance grise, nous allons voir maintenant les voies ascendantes de la moelle. Et nous allons pour cela utiliser la classification des sensibilités de Sherrington. Le tact épicritique, alors nous utilisons ce schéma grossier qui est un schéma d'anatomie fonctionnelle et nous commençons par le tact épicritique. Le protoneurone du tact épicritique se trouve au niveau du ganglion spinal, puis la voie va emprunter la racine postérieure et va remonter dans les cordons postérieurs. Au niveau du faisceau gracile, pour le membre inférieur, et au niveau du faisceau cunéiforme pour le membre supérieur.
la décussation de cette voie se fera au niveau du bulbe après le deuxième neurone. Voyons maintenant la sensibilité proprioceptive consciente. Le protoneurone se trouve aussi au niveau du ganglion spinal, puis la voie va emprunter la racine postérieure et va emprunter, elle aussi, les faisceaux graciles et cunéiformes, la décussation se faisant au niveau bulbaire comme pour le tact épicritique. Voyons maintenant la sensibilité proprioceptive inconsciente. Le protoneurone va se trouver au niveau du ganglion spinal et la voie va emprunter la racine postérieure et le deutoneurone pour la sensibilité proprioceptive inconsciente des membres se trouve au niveau de l'isthme de la corne postérieure, puis la voie va décusser et va emprunter le faisceau cortico-cérébelleux ventral. Voyons ce qui se passe pour la sensibilité proprioceptive inconsciente du tronc. Le protoneurone est toujours au même endroit au niveau du ganglion spinal, mais cette fois-ci, le deuxième neurone se trouve au niveau du renflement de l'isthme de la corne postérieure, qui se voit ce renflement uniquement au niveau de la moelle thoracique, puis sans décusser, la voie va emprunter le faisceau spino-cérébelleux dorsal. Donc le tronc va emprunter le faisceau spino-cérébelleux dorsal, alors que la sensibilité proprioceptive inconsciente des membres va emprunter le faisceau spino-cérébelleux ventral. Voyons maintenant la voie du tact protopathique et de la température. Le protoneurone se trouve toujours au niveau du ganglion spinal. On peut reprendre ? Voyons maintenant la température et la douleur lente. Le protoneurone se trouve toujours au niveau du ganglion spinal. La voie va emprunter la racine postérieure, puis va faire synapse avec un neurone de la corne postérieure et va ensuite décusser et avoir un trajet ascendant au niveau du faisceau spinothalamique dorsal. Voyons maintenant le tact protopathique ou tact grossier. Le
protoneurone se trouve toujours au niveau du ganglion spinal. La voie emprunte toujours la racine postérieure. Elle fait synapse au niveau de l'apex de la corne postérieure. Puis, la voie va décusser et cheminer au niveau du faisceau spino-thalamique ventral. Nous allons voir maintenant une systématisation simplifiée des voies descendantes de la moelle, c'est-à-dire des voies motrices. Nous allons surtout insister sur la voie pyramidale, c'est-à-dire la voie de la motricité volontaire. Je dirai simplement un mot sur les voies extrapyramidales. Voici une vue symbolique de la moelle spinale. Eh bien, la voie motrice principale, médulaire, porte le nom de faisceau cortico-spinal. Le faisceau cortico-spinal droit et gauche descend au niveau des pyramides bulbaires. Ils sont représentés symboliquement sur ce schéma. Et si nous faisons la démonstration à gauche, eh bien, au niveau de ce que l'on appelle la décussation des pyramides, le faisceau cortico-spinal s'individualise en deux parties. 90% des fibres va réellement décusser et former ce que l'on appelle le faisceau cortico-spinal latéral et va cheminer au niveau du cordon latéral de la moelle, où il va avoir d'ailleurs une lamination. Les fibres les plus médiales étant les fibres du cou, puis ensuite nous avons les fibres du membre supérieur, du tronc, et les plus latérales sont les fibres du membre inférieur. Voilà donc l'arrivée de ce faisceau cortico-spinal latéral au niveau du cordon latéral. 10% des fibres, et ça n'a pas d'importance sémiologique, ne va pas décusser et va cheminer au niveau du faisceau cortico-spinal ventral qui est jouxtant la fissure antérieure. Les fibres du faisceau cortico-spinal latéral vont se terminer au niveau des motoneurones de la corne antérieure, et comme elles ont déjà décussé au niveau des pyramides bulbaires, elles ne décussent pas au-dessous. Quant aux fibres du faisceau cortico-spinal ventral, qui s'épuisent au niveau de la moelle cervicale, il va décusser à chaque étage avant d'atteindre le motoneurone alpha de la corne antérieure, et donc finalement la voie cortico-spinale décusse dans tous les cas. Nous n'insisterons pas sur les fibres, ou plutôt sur les faisceaux des voies extrapyramidales, mais comme eux aussi vont se terminer sur la corne antérieure de la moelle, l'ensemble de la voie extrapyramidale va jouxter et s'entourer autour de la corne antérieure de la moelle spinale. Je vais dire un mot maintenant des racines.
Pour cela, nous nous sommes centrés comme type de démonstration sur les racines lombaires. Nous avons réalisé sur ce schéma l'équivalent d'une laminectomie lombale et sacrale et nous pouvons mettre ici en place la moelle spinale. Et cette moelle spinale, eh bien, elle est en fait entourée par l'ensemble du fourreau dural qui va s'arrêter en S2. Issu de ce fourreau dural, eh bien, nous aurons les racines. Le fourreau dural va suivre les racines jusque à la sortie du foramen intervertébral, formant ainsi une gaine durale qui va entourer l'ensemble des racines. Au niveau du foramen intervertébral, les racines, et plus exactement le nerf spinal, en voici un, individualisé, jusqu'après sa sortie, va perforer un tambour ligamentaire qui s'insère au niveau de la colonne vertébrale et qui maintient fixe la racine sous le pédicule. Perforant ce tambour ligamentaire, tambour de forestier, eh bien, nous aurons aussi des artères et, bien évidemment, de grosses veines qui vont, elles aussi, sortir par le foramen intervertébral. La mobilité du sac dural à l'intérieur du canal rachidien est due à l'existence d'un corps adipeux graisseux que nous représentons ainsi symboliquement, qui sépare ce corps adipeux, la durmère et les racines des éléments osseux permettant le glissement de l'un par rapport à l'autre. Et dans ce corps adipeux rachidien, qui noie l'ensemble des formations durmériennes et neurales, eh bien, nous aurons des plexus veineux qui vont tapisser la face dorsale du sac dural et la face ventrale de ce sac dural. Eh bien, cette étude sur la moelle et les racines est maintenant terminée et nous permet de comprendre l'ensemble des syndromes médulaires et radiculaires que nous allons rencontrer en pathologie. Parlons d'abord des sections transversales. Eh bien, les sections transversales de la moelle au-dessus de C4 sont mortelles parce que le nerf phrénique naît du quatrième nerf cervical. Au-dessous de C4 jusqu'au myélomère C8, nous aurons des tétraplégies, puis les lésions médulaires au-dessous de l'intumescence cervicale vont donner des paraplégies. Enfin, les lésions au-dessous du cône terminal vont donner ce que l'on appelle un syndrome de la queue de cheval. Cette coupe théorique de la moelle, où nous avons rassemblé l'ensemble des faisceaux que nous avons étudiés, eh bien, nous permet de comprendre les différentes sémiologies des lésions partielles médulaires. La lésion d'un cordon
latéral va donner l'hémiplégie de Brown-Séquard avec des troubles sensitifs contralatérales et des troubles moteurs homolatérales. La lésion des cordons postérieurs va donner les syndromes cordonal postérieurs avec douleurs atroces et troubles de la sensibilité et de la sensibilité proprioceptive. Les lésions centrales de la moelle, comme par exemple les syringomyélies, vont donner des troubles végétatifs et des troubles de la sensibilité. Les lésions centrales de la moelle plus étendues, comme par exemple les lésions que l'on voit dans les syndromes de Kahn et Schneider, qui vont léser cette partie centrale, va donner des troubles moteurs essentiellement situés au niveau des membres supérieurs, la lésion siégeant le plus souvent au niveau du rachis cervical, et nous le comprenons très bien, puisque les cornes antérieures de la moelle sont atteintes. Mais elle va donner aussi des troubles qui vont atteindre le faisceau cortico-spinal latéral. Et comme les fibres les plus latérales sont les fibres du membre inférieur, les atteintes du membre inférieur seront plus discrètes que les atteintes du membre supérieur. C'est un syndrome qui mord les mains et qui lèche les pieds. Enfin, en pathologie, nous pouvons signaler les lésions exclusives de la corne antérieure qui vont donner, par exemple, la poliomyélite antérieure aiguë. Et comme le système nerveux central moteur s'arrête au niveau de la corne antérieure, ce qui est à partir de la corne antérieure et au-delà de la corne antérieure va donner une paraplégie, une lésion nerveuse de type périphérique, c'est-à-dire flasque. Par contre, les lésions centrales, avant la corne antérieure, vont donner des troubles spastiques parce que, d'une part, le faisceau cortico-spinal est atteint et, d'autre part, les voies extra-pyramidales sont atteintes. Enfin, on peut signaler les lésions de la corne postérieure ou du ganglion spinal dans l'herpès zona, mais ceci n'est pas de la chirurgie. Je vous remercie.